C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Nous sommes ici en Vendée. La fête est belle. Elle va se poursuivre pendant 3 jours. Vous êtes nombreux ici sur l'espace des escales littéraires en partenariat avec Web TV Culture et le Crédit Mutuel Océan. Et merci à vous aussi qui nous suivez en direct pour partager ces beaux moments. Et nous accueillons ici 3 femmes qui adorent vous faire peur, 3 femmes qui aiment vous faire frissonner, 3 auteurs, 3 autrices de polar ou de thriller. Céline Dangean, vous êtes dans l'actualité avec Les Déferlantes, ça c'est votre nouveau titre. À côté de vous, Sandrine Détombe chez XO avec Les Malveillants. Nous allons découvrir cette drôle de famille qui se réfugie dans cette maison où il se passe des choses bizarres. Et puis Sonia Delzong, merci également de votre présence. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer ici à Montaigu. Vous publiez chez Fleuve La Gardienne, c'est aussi votre actualité. Nous allons revenir sur vos 3 livres, sur vos 3 titres. Je vais commencer avec vous, Céline. Vous êtes auteur. Alors on dit auteur, autrice, mais quand on dit auteur, c'est qu'il y a un E derrière. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. En tout cas, vous êtes écrivain, écrivaine. Vous êtes romancière. C'est peut-être plus simple d'employer ce terme-là. Vous avez déjà un joli parcours derrière vous. Il y avait un personnage récurrent dans 4 de vos titres. Et puis, vous nous avez souvent emmenés dans vos montagnes pyrénéennes, du côté de Toulouse. Et bien justement, cette fois-ci, ce sera la Bretagne, puisque vous allez nous emmener du côté de Plouguerneau, dans le Finistère. Nous sommes dans une histoire de famille. Une drôle de famille. Nous sommes dans un cimetière. On enterre un homme. Et puis on sent qu'il y a très vite des tensions. C'est une histoire de famille parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Plantez-nous le décor. Racontez-nous un peu l'ambiance dans laquelle vous avez eu envie d'inscrire votre histoire. Bon, déjà, bonjour tout le monde. La Bretagne, le Finistère Nord, parce que c'est une région que j'affectionne particulièrement. Et donc, c'était naturel de m'évader des Pyrénées pour aller un petit peu en Bretagne. Vous aviez envie d'autre chose ? Voilà, pour ce livre à part, sans mon personnage récurrent. Et effectivement, l'intrigue démarre avec l'enterrement d'Alessandro Chavez, qui est mort accidentellement. Du moins, c'est ce que la police a conclu, qui est mort accidentellement en faisant son footing. Autour du cercueil, sa mère Albertina, qui a beaucoup de mal, elle, à croire à cette thèse de l'accident, et qui pense très intimement que sa belle-fille, Chloé Delaroche, actrice de cinéma, et qui fait donc partie de la famille Delaroche, rassemblée également autour du cercueil, elle pense que sa belle-fille est mêlée à cette mort et que la mort de son fils est bien plus suspecte qu'il n'y paraît. Sachant que le couple n'allait pas très bien, voilà, entre Alexandro et Chloé. D'autant que mari et femme étaient en instance de divorce et se disputaient très âprement la garde du petit Gustave, de leur enfant. Et donc on va autour de ce cercueil faire la connaissance de la famille Chavez, enfin ce qu'il en reste, et de la famille Delaroche, avec un patriarche et ses 3 enfants. Et effectivement, plus on va entrer dans le livre et plus on va lever le voile sur des secrets, des non-dits, et tout ce qui fait en fait la saveur d'une famille. Alors justement, parce qu'on sent que vous vous êtes amusé à décortiquer la complexité de vos personnages, et puis il y a ces sourires qui en disent long, il y a ces non-dits. Pourquoi avoir eu envie de travailler justement sur la famille ? Après, je laisserai mes consoeurs aussi dire si elles sont d'accord, mais la famille, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour les auteurs et les autrices de polar, parce que c'est le lieu que j'ai envie, le lieu humain qui cristallise beaucoup de choses humaines dans les relations entre les enfants et les parents, dans les relations de la fratrie. Il y a énormément de choses qu'on peut explorer en termes de jalousie, de rancœur, de non-dits, de secrets, de rivalité. Et en fait, c'est un terrain de jeu qu'on exploite, nous, les auteurs de polar, énormément. On va reparler de ça dans un instant, et puis on reparlera aussi de votre univers bien particulier. À côté de vous, Sandrine Détombe. Alors Sandrine, on passe de la Bretagne, on va changer un peu de région puisque vous nous emmenez dans le... J'ai votre éventail là. On va partir dans le Gard avec là des conditions météo assez déplorables, et c'est pas anecdotique, hein, l'histoire qu'il pleuve sur le Gard à Verse. C'est un moment difficile. Votre histoire, elle est intéressante parce qu'elle est très serrée sur le timing. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis surtout, on va découvrir le cadavre d'une femme. Et
ça va faire revenir pas mal de souvenirs. Même question qu'à votre collègue, plantez-nous le décor. Alors déjà, bonjour à tous et toutes. Bonjour à toutes et tous, parce qu'en fait, je vois qu'il y a quand même une majorité de femmes. Donc, alors, le décor du Gard, pour ceux qui m'ont déjà lu, c'est un décor que j'ai déjà exploité, ou également le Vaucluse, parce que c'est une région que j'aime beaucoup, qui a un paysage fantastique avec une lumière assez folle, enfin que vraiment j'apprécie. Et en fait, cette année-là, l'année où j'ai pu rédiger Les Malveillants, je n'avais pas pu écrire pendant plus d'une année. Et donc, j'avais emmagasiné beaucoup de noir, puisque moi, écrire me permet de sortir un peu tout le noir que j'ai en moi. Et donc, je sentais que le prochain serait très sombre et qu'il serait un petit peu poisseux. Et donc, je suis retournée dans le Gard, mais je suis tournée dans le Gard, effectivement, pendant des épisodes Sévenol sans précédent. Je trouvais que ça avait bien ce que j'avais en tête, c'est-à-dire à la fois vouloir retourner dans cette région. C'était une année où j'avais pas pu prendre de vacances, je n'avais pas vu la lumière depuis un an, et en même temps, voilà, je voulais planter ce décor dans ce qui allait être également habité par mes personnages, qui seraient tous malveillants d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y avait toute cette noirceur qui allait ressortir, et je trouvais que le décor de ce Gard sous les effets Sévenol, ça matchait bien. Donc le Gard, on l'entend, est un personnage à part entière. Et puis il y a donc ce crime qui ouvre le roman avec cette femme, Karine Alban. C'est un crime assez sadique, avec cette tête qui est dans un sac plastique. Comment naît une histoire aussi horrible dans une petite tête comme la vôtre? En fait, il faut comprendre que pour un auteur de polar, tuer quelqu'un, c'est assez exutoire. C'est terrible à dire, parce que vraiment, dans la vie, on est des chatons, hein. On est tous très gentils. Mais oui, vous avez l'air tellement gentil. Non, comme mais ça. on est sympa, et même entre nous, on est sympa. Mais c'est vrai que un patron qui vous a agacé, un voisin qui vous énerve avec son marteau-piqueur depuis 15 jours, ça peut créer tout d'un coup une envie de meurtre avec des tortures, si possible, enfin quelque chose de bien sale. Et voilà, et on sent mieux, en fait, on sent beaucoup mieux. Après, on sourit une fois qu'on a écrit ce chapitre. Voilà, moi, c'est ma catharsis. Chacun son truc. Il y en a, c'est le yoga. Moi, c'est plutôt écrire des meurtres, voilà, dans mes livres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que donc on découvre ce cadavre. Cela, c'est ce que je disais en préambule, fait ressortir une autre affaire de quelques années précédentes, avec la disparition d'une enfant. Et puis nous avons ce duo, là, ce binôme d'enquêteurs qui va être obligé de travailler sur ces deux histoires. Exactement. En fait, Domiti Forest, qui est capitaine de brigade de recherche de la gendarmerie du Gard, se rend sur cet homicide de Karine Alban, que vous avez décrit. Et en fait, en route, elle va être confrontée à un éboulement de boue, comme il y en a souvent pendant ces épisodes-là. Là, ils vont déterrer une jeune femme qui est toujours en vie, mais qui est dans le coma. Et en fait, ils vont très vite s'apercevoir que son visage, tout le monde le connaît, puisque 8 ans plus tôt, c'était une enfant qui avait disparu, et son visage avait été mis partout dans la région. Et en fait, elle est là, elle est vivante dans le coma, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc, il va y avoir cette double enquête qui va être menée. Et l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à Océane toutes ces années, c'est le service de la Diane de la gendarmerie, qui est notre service un peu d'experts, de profilers que nous avons en France, qui est surtout chargé d'enquêter sur les cold cases, sur les meurtres en série, les crimes complexes. Voilà. Et donc, eux sont basés plutôt en région parisienne, et ils vont épauler les brigades ou les sections de recherche de la gendarmerie. On reparlera dans un instant de vos deux enquêteurs, Gab Zeller et Domiti Forest. Vous nous expliquerez un petit peu comment on construit comme ça un duo d'enquêteurs. On a parlé de la Bretagne, on a parlé du Gard, on va parler du Morvan aussi, puisque c'est là que vous plantez le décor de votre nouvelle intrigue, Sonia Delzongle. Et c'est ce qui est intéressant dans vos trois titres, c'est que les ambiances, les régions dans lesquelles vous placez vos intrigues, vos histoires, ne sont pas anecdotiques. Ce sont vraiment des personnages à part entière, parce que là, nous sommes dans ces forêts très sombres du Morvan, et c'est là qu'on va retrouver cette famille avec la famille Olsen. La fille de la famille Olsen a été malmenée à l'école, et le père décide de protéger sa famille en les emmenant au cœur de la forêt dans une maison, et finalement c'est un huis clos assez effrayant que vous allez nous offrir dans ce nouveau titre. Qui sont-ils, les Olsen ? Alors tout d'abord, bonjour et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour soutenir les femmes dans le polar.
chacun a un talon d'Achille. Le mien, c'est de pitcher mon roman, mes propres romans. Donc je vais essayer Allez-y. de m'en sortir, parce qu'on a toujours tendance à vouloir Trop en dire. parfois trop Je vous en dire. retiendrai à un certain moment. Bon. Donc, effectivement, la cadette de ce couple, Olsen, donc lui, Frode Olsen, est d'origine norvégienne, et sa cadette qu'il a élevée comme le garçon qu'il aurait voulu avoir, il l'a donc élevée dans la différence, et chez les enfants, souvent, la différence ne pardonne pas. Donc, elle a été laissée pour morte, presque, au collège. Et donc, lui, il n'a pas supporté que son enfant adoré, puisque des deux filles, sa préférée est quand même Rune, qui veut dire le secret en norvégien. Donc, il déscolarise les filles, il impose pratiquement ce départ, cet isolement ensuite dans ce Morvan sauvage qu'il a découvert par ailleurs. Et entre lac et forêt, il construit, c'est un architecte aussi de métier, et il va construire une maison de type norvégien. C'est dans les années 90 quand même, donc c'est l'une des premières maisons autonomes, un peu dans un esprit, mais pas à l'américaine du tout, mais de survivalisme. Donc il va déjà enseigner à sa cadette, qu'il a voulu quand même, qu'il veut protéger. Il lui a enseigné l'art de la chasse, que lui-même a hérité de son grand-père Lapon. Voilà. Et l'aînée, Gerda, qui veut dire la gardienne, justement, a été missionnée par le père pour protéger sa sœur, et elle a failli. Elle n'a pas réussi à protéger sa sœur. Et donc là, il va y avoir... le roman va s'articuler autour de la rancœur paternelle qui va peu à peu glisser dans une sorte de folie de rapports et de relations abusives avec l'une et l'autre, mais pas avec les mêmes sentiments, évidemment. Et au départ, à moins que vous ayez une question non, à la allez-y, suite, au départ. mais au départ, je voulais revisiter le conte du Petit Pousset. Je dis ça parce que c'est important, étant donné que je suis très attachée aux contes qui ont été en réalité nos premiers romans thrillers, même initiatiques. Et le thriller est un conte horrifique. Je le répète assez souvent parce que j'aime installer justement mes personnages dans un univers de contes tout en restant dans le réalisme. Et là, ça va être donc dans cette forêt du Morvan, ce lac, au bord de ce lac, qui est une sorte de miroir aux alouettes parfois, mais aussi qui renferme de sombres secrets. Et ça va être sur fond de disparition. Je vais vous le faire un clin d'œil aux disparitions l'affaire des disparus de Lyon. Donc, des adolescentes disparaissent dans la région. Et lui, il vient s'installer avec ses filles qui ont le même âge. Et là, je vous dis, on n'en dit pas plus. Eh bien, j'arrête, effectivement, je ne dis pas plus. Et alors, toute la force de votre livre, c'est qu'il y a cette tension qui va aller crescendo, parce qu'on a bien compris l'envie de ce père de protéger ses filles, et notamment Rune, sa fille cadette, sa fille préférée. Et il y a ce premier enfermement dans la forêt, et puis cette première protection qui est la forêt, cette deuxième protection qui est la maison. Mais finalement, on voit que le danger va être au cœur même de la maison, puisque ce personnage du père, plus on avance dans le livre, plus effectivement, vous avez employé le terme de folie, plus on va être dans une complexité psychologique. On est dans un thriller psychologique. On est dans un thriller psychologique, si on veut domestique, parce que c'est le grand mot à la mode, mais bon, il y a autre chose, évidemment, et je rejoins ce que disait Céline tout à l'heure, sur cette famille, quand on travaille, on traite de la famille, finalement, la famille est quelque part la première micro-société à laquelle on a affaire, dans laquelle l'enfant ou les enfants vont évoluer. On nous répète, en principe, nos propres parents nous disent, ou nous signifient en tout cas par différents moyens qu'on est en sécurité dans la famille. Et finalement, c'est pas si simple que ça, parce que justement, des relations vont se faire. Là, je traite aussi, je parle de personnages archétypaux, comme le protecteur, donc qu'incarne Frode Olsen. Mais quelque part, dans un conte, il y a un ogre
Et Freud et Olsen, c'est le géant blond viking, mais c'est l'ogre aussi, parce qu'il va avoir ce sentiment de protection, cette volonté de protection qui va se transformer presque en quelque chose d'abusif, de dévorant. Il va commencer à dévorer déjà lui-même, bon, n'en parlons pas, mais les membres de sa famille. Et l'autre personnage, un des autres personnages archétypaux, bon, il y a la gardienne évidemment, mais la gardienne, vous qui découvrirez peut-être ce roman, eh bien, vous ferez vous-même une idée de qui est la gardienne, pas forcément celle qu'on croit. Il y a la nature aussi, et le personnage de la survivante, voilà, qui va chercher effectivement loin dans ce qui nous habite et cet instinct de survie, puisque pour ma part, je considère que du moment qu'on vient au monde, c'est une question de survie quotidienne. Sonia, je reviendrai vers vous dans un instant pour que vous nous expliquiez la façon dont vous travaillez votre écriture. Là, vous évoquez la famille avec ce père et ses deux filles dans cet endroit fermé. En ce qui vous concerne, Céline Dangean, on l'a dit, c'est aussi la famille, mais au sens large, puisqu'il y a deux familles qui se détestent cordialement. C'est une sorte de, j'ai envie de dire, de roman choral, parce que finalement, vous auscultez un petit peu tous les personnages. Là aussi, on est dans la psychologie. Hein. Oui, on est énormément dans la psychologie. Dans Déferlante, en gros, le livre s'articule autour de 4 parties. Et chaque partie démarre avec l'enterrement d'Alessandro Chavez. Et la différence, c'est que le point de vue change et je vais donner la voix à de nouveaux personnages et qui vont permettre au lecteur d'apprendre de nouveaux éléments, de nouvelles révélations et de porter du coup un regard différent sur ce qu'ils avaient pu comprendre dans la partie précédente. Et vous brouillez beaucoup les pistes pour le lecteur. Oui, pour le coup, parce que je change à chaque fois le point de vue. Dans chaque partie, je vais donner la voix et la parole à de nouveaux personnages qui ont d'autres choses à dire, qui savent d'autres choses, qui en ignorent d'autres. Et donc, c'est la somme en fait de l'ensemble de ces regards qui permettra, in fine, de se faire une idée complète de toutes les intrications de l'intrigue. Dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous vous embarquez dans une aventure comme ça avec autant de personnages? Comment travaillez-vous? Avez-vous des petites fiches ou vos personnages finalement viennent-ils vous parler pour raconter leur histoire? Non, au départ j'ai quand même un canevas un peu grossier de la manière dont je vais avancer dans l'intrigue. Et ce canevas, je sais qu'il va être aussi assez souple pour s'adapter aux petites variations qui arrivent nécessairement au cours d'écriture, parce qu'un personnage va vous souffler à l'oreille une idée ou une intention que vous n'auriez pas eue au départ. Donc c'est à la fois structuré, mais d'une manière suffisamment souple pour que je puisse m'accommoder de ces petites détours dans le voyage, quoi. Sandrine Détombe, on vient de parler avec Sonia Delzong d'un thriller psychologique en l'occurrence. En ce qui vous concerne, on est plus dans l'esprit du roman policier, puisqu'effectivement il y a des enquêteurs, et c'est un petit peu ce qui fait la différence entre les deux expressions. Parlez-nous donc de ce binôme formé par vos deux enquêteurs. Comment les concevez-vous, ces personnages qui vont mener l'enquête? En fait, donc Domiti Forest, capitaine de la brigade de recherche, on va dire que c'est plus une enquêtrice de terrain. C'est une brigade, donc c'est pas non plus les très grosses enquêtes qui sont généralement médiatisées. Pour autant, elle va prendre ça très au sérieux, mais elle sait qu'elle a ses limites en termes de formation pour pouvoir enquêter là-dessus. Elle a même d'ailleurs peur d'être dessaisie pour que ce soit la section de recherche qui reprenne l'affaire. Mais en fait, comme elle va se retrouver finalement épaulée par cet homme, le major Gabriel Zeller, qui lui est de la Diane, qui lui a toute la formation justement pour étudier des crimes particulièrement complexes et qui va étudier aussi ce cold case de Océane qui avait disparu. Ils vont pouvoir créer un binôme effectivement sur l'un terrain, l'autre plus dans la psychologie des personnages, pour essayer de comprendre les mécaniques, pour essayer de comprendre les implications qu'il y a dans tout ça. Et donc moi, ce que j'essaye surtout, c'est d'emmener le lecteur avec moi dans l'enquête. Et on avance petit à petit ensemble à essayer de comprendre et de démêler en fait la pelote de laine et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer de chaque indice que ces enquêteurs ont. Donc moi, je me mets en fait avec mes enquêteurs. Je mène l'enquête avec mes enquêteurs. Mais alors dites-moi, lorsque l'on crée comme ça un duo, un binôme d'enquêteurs, est-ce qu'il y a un moment où on peut avoir une préférence pour
pour l'un des deux, où on a envie de lui donner le meilleur rôle, le mettre un peu plus en lumière. Comment fait-on finalement pour être à égalité avec ces deux enfants qu'on a créés sur le papier? Je pourrais vous dire qu'aucune femme ne préfère un de ses enfants, ce qui serait faux, mais on a dit que c'était ça qu'il fallait dire dans la société, donc je vais continuer à laisser planer ce mensonge. Non, honnêtement, ça s'équilibre assez bien parce que quelque part, quand je trouve que j'en ai trop mis dans l'un, je redonne la part belle à l'autre, je veux pas qu'il y ait de jaloux, et puis je veux que ça soit équilibré, et puis moi, en fait, j'ai besoin de m'entendre bien avec les deux. Parce qu'il faut comprendre que nos personnages, on dort avec, un petit déjeune avec, ils nous quittent plus. C'est nos meilleurs amis le temps d'un livre, ou nos pires ennemis. Mais donc on a besoin de ressentir des choses vraies, des choses pures, intactes. Et donc oui, on équilibre comme ça parce que moi, il m'est arrivé à un moment donné avec certains de mes personnages de dire oh, putain, elle me saoule, elle sait pas ce qu'elle veut. Là où mon mari s'est un peu inquiété sur mes problèmes psychologiques. Mais parce qu'en fait, c'est ça, tout d'un coup, ils se détachent de nous. Et on a envie de bien s'entendre avec eux. On a envie de ressentir des choses avec eux. Donc s'il y en a un tout d'un coup qu'on a trouvé fade ou pas très intéressant, il y a une forte chance pour qu'il meure à la page 210, si vraiment il nous a pas passionnés. Donc voilà, c'est cet équilibre qui se crée au fur et à mesure. Vous nous laissiez entendre tout à l'heure que vous écriviez pour exorciser certaines angoisses, certaines appréhensions, certaines violences. Lorsque vous mettez le point final, finalement, ça veut dire que vous retombez un petit peu dans votre travers, vous voyez le monde en noir, ou au contraire, il y a une certaine satisfaction néanmoins à arriver au terme de l'écriture? Alors, il y a une dichotomie, c'est-à-dire qu'à la fois, on est soulagé. C'est bon, on l'a sorti, parce qu'il y a toujours une peur de ne pas arriver jusqu'au bout. C'est long hein, d'écrire un livre, donc on se dit est-ce que je vais y arriver? En plus, souvent on a des délais qu'on est censé respecter, donc voilà, il y a cette petite pression en plus. Et puis surtout, il y a aussi cette pression de est-ce qu'il va plaire? Parce que bon, moi il m'a plu, mais après on va l'offrir. Donc il y a toute cette pression à la fois qui retombe un peu, où on se dit bon, bah, de toute façon maintenant c'est fait. Et puis il y a cette petite tristesse de dire ok, mais maintenant je vis avec qui? Enfin, qu'est-ce qui va m'habiter dans ma tête? Alors on pourrait se dire, je sais qu'Anne-Émilie Monoton, dans ces cas-là, elle sort un nouveau cahier et elle commence à écrire le prochain. Parce que c'est compliqué, parce que d'abord on sait qu'il va y avoir la période de retravail avec l'éditeur, etc. Donc on ne peut pas vraiment les quitter. Mais voilà, il y a ce vide tout d'un coup qui fait... on s'ennuie. Une sorte de trou d'air. Ouais, on s'ennuie un peu en fait. Moi, ça me fait un petit peu ça. Je suis à la fois très contente d'avoir fini et à la fois ce côté... ok, et maintenant, voilà, c'est... Mais en tout cas, on est content que vous l'ayez fini parce que maintenant, il nous appartient. Voilà, et alors maintenant, c'est entièrement le vôtre, je vous confirme. Moi, je suis déjà sur l'autre, pardon. Vous êtes déjà sur l'autre histoire. Sonia Delzongle, on entend avec Sandrine un petit peu cette relation entre l'auteur et ses personnages. On le disait, hein, votre thriller psychologique, il est pour le lecteur, c'est très oppressant, il y a cette tension qui monte et c'est un livre dont on ne sort pas indemne en tant que lecteur. Vous, lorsque vous l'écrivez... comment êtes-vous? Comment vivez-vous cette histoire que vous êtes en train de concevoir? Est-ce que votre personnage principal, enfin en tout cas le père en l'occurrence, est-ce qu'il vous surprend par ses réactions? Alors, chacun de mes romans, effectivement, a suscité chez moi des états émotionnels différents, plus ou moins forts aussi, plus ou moins intenses. J'ai parfois écrit avec une distance certains romans, distance qui m'a permis quand même de travailler, parce que parfois, quand on est trop concerné émotionnellement, c'est parfois plus difficile justement de sortir des choses. Mais La Gardienne, pourtant, m'a habité émotionnellement, mais rassurez-vous, hein, sur ma santé mentale, tout va bien. Néanmoins, je suis obligée, ça se réglera après, je suis obligée de dire ce qui s'est passé avec La Gardienne, c'est que ce roman est venu d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui... Voilà, mon éditrice même, alors que je ne lui ai rien dit, justement pour pas... Voilà, qu'elle se pose trop de questions, elle m'a dit, on dirait, donc elle a perçu, rien qu'à la lecture, que tu l'as écrit en transe. Et effectivement, alors déjà, quand on écrit un roman, quelque part, on se dissocie, et même on se démultiplie, puisqu'on doit habiter chacun de nos personnages, et chacun de nos personnages nous habite. Mais là, voilà, donc je l'ai écrit en 4-5 mois, parce que j'écrivais, mais en flux continu. Une urgence.
Une urgence, exactement, une fulgurance. J'avais ce rendez-vous quotidien avec la famille Olsen. Et j'aime utiliser aussi une métaphore par rapport à la naissance, à la gestation des personnages. J'en parlais tout à l'heure. J'utilise la métaphore de Pinocchio. Les personnages, en tout cas moi je le ressens comme ça, sont des marionnettes en bois, tout au début. Je veux dire, quand vraiment on les pose, on commence un petit peu à les faire bouger avec les ficelles, à articuler. Et à un moment donné, ce moment magique qui va être l'incarnation. Et là, Pinocchio, donc le personnage, devient un être vivant de chair et d'os, et surtout de chair en fait. Et il va même nous surprendre, nous échapper, avoir sa vie, avoir son autonomie et nous souffler même des choses qu'on n'avait pas prévues forcément dans la trame de l'histoire. Et ça, c'est important. Effectivement, on a un plan, un squelette, une trame, voilà, les grandes lignes, mais se laisser surprendre est quelque part la garantie de la surprise aussi qu'on va donner au lecteur. Donc vous êtes une sorte Ça te fait marrer, toi? Vous êtes une sorte de Gepetto alors. Comment? Vous êtes une sorte de Gepetto. Et ben voilà. Mais avec Gepetto, un petit Jiminy ouais. Cricket sur, sur l'épaule, j'espère. Ah ben, et même dans la tête. Voilà. En Et tout puis, cas, vous signez un roman qui est d'une grande puissance. Et, Merci. et honnêtement, c'est ce que je disais, on n'en sort pas indemne. Donc je oui, allez-y, excusez-moi, juste rapidement, Sonia. rapidement Pour régler vos comptes. Non, justement. Pour juste parler en 2 mots de la naissance de Déferlante. Parce qu'on a eu une petite conversation avec mon amie Céline, et je lui ai dit, je l'ai mise au défi d'écrire un thriller, parce que ses lecteurs se rappellent très bien de Louise, son personnage, son enquêtrice, et je lui ai dit, et si on écrivait vraiment un thriller, c'est-à-dire pas le polar, avec les enquêteurs, avec etc., mais vraiment le thriller avec tous les ingrédients, l'atmosphère, l'angoisse, et pas de flic. Et donc merci parce que tu as joué le jeu, contrairement à moi qui dans La Gardienne n'ai pas tout à fait joué le jeu, puisque à un moment donné dans la 3e partie, puisque c'est Attention, n'en dites pas trop. Non, c'est une tragédie en 3 actes, mais il y a quand même des enquêteurs dans mon roman. Mais Céline, merci, tu as joué le jeu et bravo. Le message est passé. Voilà. Sonia Delzong, votre actualité aux éditions Fleuve, ça s'appelle La Gardienne. Nous sommes donc dans le Morvan. Céline Dangean, vous nous emmenez en Bretagne avec votre nouveau titre Les Déferlantes, c'est aux éditions Michel Lafon. Et puis un petit tour du côté du Gard, Sous la pluie, avec Sandrine Destombes, Les Malveillantes, c'est aux éditions XO. Grand merci à toutes les 3 et continuez à nous faire peur. Et merci à vous de votre attention. Merci à tous.